Nous avons souvent l'habitude de le dire de façon commune. La culture est ce qui nous reste lorsque nous avons tout oublié. Cette citation courte de 12 mots est attribuée à Édouard Herriot, un essayiste qui reprend en effet un auteur japonais des Occidentaux qui reconnaissent l'importance de la culture pour l'équilibre de l'homme en Afrique. Et pour parler seulement du cas du Cameroun, on compte en tout 240 ethnies dans le pays. Seulement, on se pose la question par la même occasion, à quoi servent-elles encore dans nos sociétés modernes? Ont-elles conservé leur identité ou alors se sont-elles laissées emporter par le vent de la modernité? La question, nous la mettons sur la table du Grand 7 de cette semaine. Le pouvoir traditionnel à l'ère de la modernité, c'est la thématique développée dans votre émission quotidienne, dans votre émission hebdomadaire, le Grand 7. Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission hebdomadaire sur Dash News, c'est bien le Grand 7. Et pour cette autre édition, nous avons un invité cet après-midi. Il est avec nous. Il s'appelle Dr Louison Essomba. Il est enseignant d'université. Bienvenue, docteur. Merci de l'invitation. Je salue avec respect les nombreux téléspectateurs de Dash TV. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Et je rappelle que pour cette édition, nous parlons du pouvoir traditionnel à l'ère de la modernité. Mais avant d'aborder cette thématique, nous allons aller faire un tour sur le continent africain puisque le monde bouge et que l'actualité évolue. Nous allons donc prendre les nouvelles dans les différents pays africains. Le round-up nous est proposé par Audrey Melingui. Bonjour Audrey. Bonjour Marivonne et bienvenue à ce round-up de la semaine. On entendra encore sûrement parler de cette crise au sein du corps enseignant. Après le secondaire, les enseignants de l'éducation de base ont rejoint le mouvement. Cette semaine a été marquée par des concertations entre les autorités et les représentants des syndicats. On relève, dans les rangs des grévistes, une sorte de division. D'un côté, nous avons des extrémistes qui veulent percevoir tout leur dû, soit 181 milliards de francs CFA, et de l'autre, les modérés qui, eux, préconisent la poursuite du dialogue, la reprise des cours dans les plus brefs délais, tout en saluant les efforts faits par le gouvernement. Ce 16 mars 2022, le Cameroun a amorcé la 4e campagne d'intensification de vaccination contre le Covid-19. 1800 équipes sont en mission durant 5 jours pour administrer 600 000 doses de vaccins Pfizer, Johnson & Johnson et Sinopharm. Sur les sites, le constat fait est celui de l'absence des candidats à la vaccination. La dite campagne survient alors que le pays fait face à un total relâchement des mesures barrières. Dans les grandes métropoles camerounaises, le Covid-19 semble avoir été relégué au second plan. La pipe à eau, communément appelée chicha, est désormais interdite sur l'étendue du territoire national. Face au danger que représente la chicha pour la santé, les autorités camerounaises durcissent le ton. Une décision jugée inappropriée pour certains, mais idéale pour d'autres, notamment les professionnels du corps médical, qui estiment que la mesure devrait s'étendre jusqu'à la cigarette classique. Savez-vous qu'une séance de chicha équivaut à la consommation moyenne de 10 à 20 cigarettes en termes de volume de fumée inhalée? Les médecins s'accordent tous à dire que la chicha est aussi ou encore relativement plus nocive que la cigarette. Ce dimanche 19 mars, le chef supérieur de Boya a été intronisé. La cérémonie s'est déroulée en présence des personnalités traditionnelles, membres du gouvernement et quelques Camerounais de la diaspora, avec pour invité hôte le Premier ministre chef du gouvernement John Gouté. Toute la semaine, c'est une ambiance festive qui a prévalu à Boya avec des activités dans ses rites traditionnels. Pour rappel,
Le chef Ndélé 5 succède au chef Justine Ndélé 4. Le Cameroun a accueilli du 16 au 17 mars un atelier d'experts de la sous-région Afrique centrale, une initiative de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique visant à trouver des solutions afin d'accélérer l'effectivité de la zone de libre-échange continentale. La quarantaine d'experts venus des différents États de la sous-région ont livré les résultats de leurs travaux et fait des propositions pour une accélération efficiente du dispositif à mettre en œuvre pour un meilleur développement économique. Au Burkina Faso, au moins 13 gendarmes ont été tués dimanche dernier dans une embuscade au nord du pays. Ces soldats ont été pris d'assaut par surprise par des hommes armés non identifiés alors qu'ils effectuaient une mission de reconnaissance sur l'ex-Taparko Tougouri. Frontalier du Mali et du Niger, ce pays d'Afrique de l'Ouest est le théâtre de fréquentes attaques djihadistes. Ali Bongo Ondimba, actuel président gabonais, a laissé entendre qu'il sera candidat à la présidentielle du 2023. Il a fait l'annonce à l'occasion du 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir. Cette décision de briguer un troisième mandat suscite des réactions à Libreville. Pour certains, c'est sans surprise. Selon une partie de l'opposition, cette annonce est hâtive et révèle la fébrilité du pouvoir. Nouveau gouvernement à Madagascar. Ce mercredi 16 mars, le président Andry Rajoelina a procédé à un remaniement ministériel, le 5e en 3 ans. 3 ministres et 2 vice-ministres ont été limogés, 2 nouveaux ministres nommés et 2 autres ont été mutés vers d'autres départements. Par ailleurs, Andry Rajoelina conserve sa garde rapprochée et son premier ministre. Le gouvernement togolais se donne 3 mois pour recenser ses ressortissants établis à l'étranger. Selon les autorités, ce projet va permettre, au-delà d'avoir des chiffres exacts, d'encourager la diaspora togolaise à participer au développement du pays. Les autorités togolaises parlent également d'un peu plus de 2 millions de ressortissants installés en Afrique de l'Ouest, un recensement considéré comme un piège par l'opposition. Ce serait, d'après certains leaders politiques, un stratagème du régime pour museler les voix qui s'opposent au chef de l'État. C'est un phénomène qui s'avère être mondial, celui de l'inflation des prix des denrées de première nécessité. La Guinée, la République démocratique du Congo ou encore le Cameroun font face à une inflation générale. La flambée des prix des produits alimentaires est perceptible sur le marché. En RDC, c'est la hausse du prix du carburant à la pompe qui inquiète les usagers. Une situation qui contraint le pays à recourir aux importations dans un contexte marqué par les impacts de la crise russo-ukrainienne depuis plus de 3 semaines maintenant. Merci Audrey Melingui pour ce round-up de l'actualité africaine. Et vous l'avez regardé, les préparatifs de l'intronisation du Paramount Chief de Buea, c'est dans la région du sud-ouest Cameroun. C'est d'ailleurs ce qui justifie la thématique évoquée ce jour, qui, je rappelle, est le pouvoir traditionnel à l'ère de la modernité. Mais avant d'aborder le sujet avec notre invité de cet après-midi, nous allons aller effectivement faire un tour du côté de Buea, dans le sud-ouest Cameroun, où nous avons assisté à l'intronisation du chief Dr Robert Essuka Lindele en présence du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Je vous invite à écouter ce petit extrait du chef nouvellement intronisé. I am therefore profoundly secure in my knowledge that I am serving the purpose for which I was created. I am sometimes bothered. But my knowledge that God loves me is unshakable. And I am certain that He has not worked out any plan for my failure in this life. On the premise of my faith, therefore, I want to say that I hold no anger against anyone who either oppose me or challenge me on my journey. I have no bitterness or hate in my heart. I believe that if we have to reconcile as a family, reconcile as men and women,
then that reconciliation and forgiveness of past wrongs has to begin from me. As the custodian and spiritual leader of this tribe. Long live the Moko tribe. Un moment de joie, c'est un moment de fierté. Vous voyez vous-même que le peuple Bakore est uni, comme par le passé. Donc avec notre nouveau chef, on espère que cette dynamisme va continuer. Le discours du roi Ndeli était un discours qui est venu à point nommé parce qu'il y a un certain nombre de problèmes, il y a un certain nombre de choses qui minent surtout l'unité du peuple Bakweri. Pas seulement l'unité du peuple Bakweri, mais l'unité de toute la nation. Nous avons donc plutôt eu les réactions des différents notables à la suite de l'intronisation du Paramount Chief of Buea, c'est bien le Chief Dr Robert Esuka Lendele. Et on en parle d'ailleurs avec le Dr Luisan Essomba. C'est donc un nouveau chef qui est intronisé au Cameroun, mais on se demande quel est réellement le pouvoir d'un chef traditionnel dans une société qui se veut moderne comme le Cameroun. Écoutez, c'est un pouvoir très important. Vous savez, la relation qu'a un chef avec d'abord les traditions, les rites, et on estime que le chef est un intermédiaire, c'est-à-dire qu'entre le pouvoir magico, comme on aime à le dire, et le sacré. Donc, c'est un intermédiaire. C'est aussi dans le... Quand nous disons avec beaucoup de recul le décret de numéro 77/245 du 15 juillet 1977 qui porte organisation et fonctionnement des chefferies traditionnelles, on vous dit que les chefs traditionnels sont des auxiliaires de l'administration. C'est la raison pour laquelle le décret lui-même n'a pas... Comment dire, n'a pas donné une définition du chef traditionnel, mais la doctrine estime à partir du test que un chef traditionnel est un auxiliaire de l'administration d'essence traditionnelle. C'est-à-dire d'essence traditionnelle parce qu'il vient par le biais de la coutume. C'est-à-dire on respecte la coutume et la coutume est, comme je vais le dire, indépendante de chaque culture, de chaque village, de chaque ville, ainsi de suite. Même surtout dans le village, on se rend compte que les coutumes ne sont pas les mêmes. Vous voyez, il y a des chefs, et ça m'a permis... quand j'observais le fonctionnement des chefferies traditionnelles, je me suis rendu compte qu'il y a des chefferies traditionnelles d'autorité et il y a des chefferies traditionnelles qui ont perdu l'autorité. Ce qui voudrait dire... Oui, oui. On distingue donc deux types. C'est-à-dire les chefferies d'autorité et les chefferies flegmatiques, c'est-à-dire celles qui ont perdu. Quand nous prenons par exemple dans l'Ouest et le Grand Nord, on se rend compte que les chefs de ce côté-là portent encore l'autorité. Or, dans le centre, la chose est devenue banalisée. Pourquoi? Peut-être parce qu'on voit les chefs, quand vous allez dans le sud, à Ebolova, un chef s'assoit avec tous les autres, il boit au même niveau, il est assis, et cela parfois le dévalorise. Mais est-ce à dire qu'il perd son autorité? Oui, écoutez, aux yeux de la population, on estime qu'un chef, quand même, doit se retrouver dans un certain cadre. Quand on veut le voir, on sait qu'on va à la chefferie pour rencontrer le chef, et cela crée l'énigme. Or, quand on peut le voir partout se balader, les gens estiment qu'il perd de sa notoriété et voilà comment il perd aussi, parfois même non seulement de la notoriété, mais même de la dignité au niveau des coutumes traditionnelles. Donc, le chef incarne une certaine autorité, incarne une certaine valeur, un certain symbole. Et c'est pourquoi, à un moment donné, lorsqu'on voit, vous voyez les chefs de l'Ouest, comment est-ce qu'ils sont vénérés? C'est-à-dire qu'on ne tend pas la main à un chef. Vous voyez, dans le sud, vous voyez... On se courbe lorsqu'on veut parler à un chef. Voilà, autant de symboles démontrent à suffire que les chefs traditionnels dans les zones que je vous ai citées, c'est-à-dire l'Ouest et le Grand Nord, conservent encore leur autorité. Mais seulement on se rend compte que de plus en plus, dans nos sociétés modernes, les chefs traditionnels perdent de plus en plus leur autorité. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Vous savez, quand on allie modernité et traditionnalité, ça crée des étincelles. Et j'aime citer Raymond Sokoudjou, que j'ai consulté pendant que je réalisais l'œuvre scientifique sur la désignation des chefs traditionnels au Cameroun. Il m'a dit, mon fils, ce qui fragilise aujourd'hui la chefferie traditionnelle et les chefs en particulier, c'est qu'ils s'attachent à la politique. Or, dès que vous rentrez dans la politique, vous savez, c'est Gaspard Ganza qui disait la politique, c'est un jeu violent
où on peut se donner des coups même sur la ceinture. Et vous voyez donc que quand vous devenez chef, vous partez faire la politique, ça fait de sorte que vos ouailles, vos populations ne tiennent plus compte que c'est le chef. Ils voient l'homme politique et ils tirent sur vous. C'est fait qu'on arrive puis à un moment donné à distinguer le chef de l'homme politique. Et vous voyez aujourd'hui, on les a tellement politisés que les chefs sont devenus des sénateurs, des députés, ils sont des chefs d'entreprise, ils sont des directeurs de société. Et vous voyez aujourd'hui, il y a presque un retour vers la chefferie traditionnelle de tout ce qui porte le pouvoir politique. Le président de la République est un homme Guy. Vous voyez, c'est un gros titre traditionnel. Fameux Ndongo est chef traditionnel. Motazé venait d'être introduit chef traditionnel. Vous voyez donc qu'en réalité, la chefferie traditionnelle a comme ceci de particulier qu'elle aspire le pouvoir politique. Et dans les rapports avec la modernité, on estime que pour qu'on soit suffisamment fort politiquement, il faudrait qu'on ait une assise traditionnelle. Et c'est ce qui peut justifier que toutes nos autorités aujourd'hui, je ne peux pas toutes les énumérer, mais vous convenez avec moi qu'elles reviennent vers les chefferies traditionnelles. Cela ne s'explique pas. Cela ne s'explique pas, parfois même au mépris de la prise en compte de la lignée, c'est-à-dire que de ce qu'on appellerait le pouvoir de commandement. C'est-à-dire que, vous savez, pour être chef, il faut faire partie de ce qu'on appelle la lignée de commandement. Or, parfois, au mépris de cela, on retrouve nos hautes autorités aller vers les chefferies traditionnelles, les prendre, être à leur tête, pourtant ne faisant pas partie de la lignée. Et c'est justement la question qu'on allait vous poser. Le pouvoir traditionnel en Afrique, il est inné ou bien il est acquis? Non, le pouvoir traditionnel, il est d'abord inné. C'est-à-dire que c'est ce qui émane justement parfois d'une famille. De père en fils. De père en fils, c'est-à-dire que d'une succession primogéniture. Maintenant, ça peut prendre d'autres voies. Et c'est le cas que nous avons souvent eu dans le contentieux administratif. Dans l'affaire Sombama-Antoine, le juge estime qu'on peut sortir de la lignée pour emprunter une autre voie. C'est-à-dire, un cousin peut devenir chef. Vous voyez? C'est-à-dire, moi, mon fils, j'ai mon fils, s'il n'a peut-être pas l'âge pour succéder, ou bien je n'en ai pas du tout et que je suis chef, quand je décède et que je n'ai pas eu un fils qui puisse succéder, ça peut prendre une autre voie. C'est-à-dire qu'on peut donner la chefferie à un de mes cousins. Vous voyez? Et c'est ce que le juge dit dans l'affaire Sombama-Antoine. Il dit, c'est vrai, l'idée de la chefferie reste dans la famille régnante, mais à un moment donné, ça peut prendre comment dire, une autre pente. Et vous voyez aujourd'hui, il y a des chefferies qui se font par rotation. Et il y a des chefferies où, les dernières chefferies qui viennent d'être créées, vous savez qu'après la Dibamba, il y a des chefferies qui viennent d'être créées par, justement, instruction du ministre de l'administration territoriale. À ce moment-là, s'il n'y a pas de famille régnante, on procède aux élections. Vous voyez, on peut aussi devenir chef par voie élective. Donc, cela vient édulcorer l'origine même, l'identité originelle du chef qui doit venir d'une chefferie traditionnelle, d'une famille régnante, une famille qui est appelée à commander au niveau de la tradition. Et ce phénomène que vous soulignez, on l'observe de plus en plus dans nos différentes chefferies traditionnelles. On a eu cette semaine l'intronisation du roi Akwa du côté de Douala, le jeune roi Louis Dindika, qui a donc été officiellement intronisé par le préfet du Vouri à la salle des fêtes d'Akwa, par le préfet du Vouri Benjamin Boutou, une intronisation que la famille royale juge illégitime parce que c'est le cousin plutôt, vous l'avez mentionné, c'est le cousin plutôt qui vient être intronisé. On a également ce même problème du côté de Bangou, oui. On a donc le problème avec le roi Dindika, Louis. On a également un problème qui se pose du côté de Bangou à la chefferie avec le prince Tayo qui a également été intronisé. Et le même problème se pose de ce côté-là à l'Ouest Cameroun. Et je vous invite d'ailleurs à prendre la direction de l'Ouest Cameroun pour comprendre quelque peu de quoi il est question. Adrienne Nobodem. Pour comprendre le pourquoi de cette guerre de succession à la tête de la chefferie Bangou à l'Ouest Cameroun, il faudrait revenir 4 années plus tôt, exactement le 29 janvier 2019, au moment des obsèques officielles de Feu Sa Majesté Tayo II Marcel, alors 14e roi des Bangou et qui aura régné pendant 39 ans. À la surprise générale, à l'esplanade de la chefferie, 2 princes héritiers avaient été désignés pour accéder au trône, ce qui tranche avec les us et coutumes
des Grâce-Fils où un seul prince héritier est normalement désigné. Tout d'abord, le prince Ngambu Kemayou Maurice, fils de feu Sa Majesté Kemayou Paul Bernard, chef supérieur Bongo, parti en exil en Guinée-Conakry à l'aune des années 60. Par la suite, le prince Tiyu Tayo Arnaud, fils du défunt roi Tayo II Marcel, et dont le grand-père avait assuré la régence au moment du départ en exil de feu Sa Majesté Kemayou Paul Bernard. Depuis janvier 2019, Bangou est divisé par une crise de succession à la tête de la chefferie supérieure. Deux camps s'opposent et les deux princes héritiers sont initiés au commandement traditionnel, chacun dans son lacam, en attendant l'arbitrage du ministère de l'administration territoriale. Seulement, après 4 années d'attente, le ministère de l'administration territoriale tranche et informe le préfet du département des Hauts-Plateaux, par voie de courrier, que le prince Tiyu Tayo Arnaud est officiellement reconnu par le gouvernement comme le 15e roi du peuple Bongo. Une décision des autorités administratives qui a suscité le courroux des populations. Si on sache que nous ne sommes pas d'accord de cette décision-là, le roi que nous reconnaissons, c'est Sa Majesté Ngambu Kemayou Maurice, qui est le fils naturel et légal de feu Sa Majesté Kemayou Paul Bernard, qui était décédé en exil. La notabilité exige désormais aux autorités administratives de laisser le pouvoir traditionnel trancher dans cette guerre de succession. Nous savons depuis longtemps que quand quelqu'un assume l'intérim et que l'ayant droit est là, l'intérimaire doit céder, doit quitter. Nous sommes ici pour cette cause et nous ne voulons pas la guerre dans le village-ci. Nous voulons la paix. Quelques heures seulement après l'annonce de cette décision, les partisans du prince Ngambu Kemayou Maurice ont pris d'assaut l'esplanade de la chefferie Bongo à l'ouest Cameroun, où ils entendent opérer un sitting jusqu'à l'installation officielle du prince héritier Ngambu Kemayou Maurice. Merci Adrienne Nobodem pour ce brillant reportage du côté de Bangou dans l'Ouest Cameroun. On assiste donc, Dr Luisan Essomba, à ce genre de malaise aujourd'hui au sein de la chefferie traditionnelle qui devrait en principe être un lieu sacré. Est-ce à dire que nous perdons réellement notre identité? Écoutez, beaucoup de choses se sont introduites dans la chefferie traditionnelle. Il y a désormais la corruption, il y a que parfois la volonté testamentaire du décus n'est plus respectée. Vous avez, je vais vous parler d'un cas d'école, vous avez le cas Nye Kamga à Banjul qui était décédé d'un accident de la circulation, son fils n'avait que 5 ans. Et vous savez qu'à l'âge de 5 ans, on estime que c'est vrai, il peut avoir la tutelle qui l'amène jusqu'à l'âge de la majorité. Mais devant cette situation, on a plutôt donné le pouvoir à Njomo Kamga qui est le frère de Nye Kamga. Oui. Vous voyez, donc c'est parti. Au lieu du père en fils, c'est parti plutôt du frère en frère. Ah, ok. À un autre frère. Or, vous avez le cas qui fait polémique en ce moment, quand Din Akwa et autres. Vous savez qu'en fait, Din, qui était le grand chef à l'époque, l'avait acquis non pas par les sources traditionnelles, parce qu'il était trop intelligent à l'époque, et médiateur avec les colons et tout. On lui a donc passé le pouvoir. En fait, il a récupéré le pouvoir. Maintenant, dans la fait Din, on voulait donc restaurer le pouvoir à la famille réelle, c'est-à-dire Debongi, qui était donc le véritable chef, c'est lui qui devrait donc exercer le pouvoir traditionnel. Or, vous voyez aujourd'hui que à cela, c'est même l'administration. C'est-à-dire l'administration dit, OK, voilà ce qui est, voilà le chef qui est reconnu. Donc, en fonction de quoi? Sur quelle base? Maintenant, on estime que comme Din Dika était chef, son fils doit lui succéder. Et c'est pourquoi on veut donc remettre, on a donc remis le préfet a estimé que dans la succession de père en fils, Din doit poursuivre la succession de son père. Or, les ébélés, c'est-à-dire que les gens de la famille traditionnelle estiment que non, il faut restaurer le pouvoir plutôt à Ebongi, qui faisait partie de la famille réelle et qui était le véritable chef qui devait l'être à la place justement que Din Dika a occupé. Donc on voit aujourd'hui que la notion de la famille réelle est en train de prendre des extensions. Oui. C'est-à-dire on ne respecte plus
le vœu père-fils, mais ça peut prendre des penchants cousin, frère, ou bien frère et frère. Vous voyez, comme dans les cas que je viens d'évoquer. Et aussi, on voit qu'il y a la montée en puissance aujourd'hui d'un phénomène qui est le phénomène électif, qu'on ne reconnaissait pas dans les traditions. Parce que dans la tradition, on dit, voici la famille réelle, voici ceux qui sont autorisés à succéder ou à gérer le pouvoir traditionnel. Or, maintenant, vous voyez, vous convenez avec moi que beaucoup de choses y sont entrées. La corruption, il y a beaucoup d'argent. Vous savez aujourd'hui que les chefs traditionnels sont extrêmement puissants, surtout que, je prends un exemple, dans la chefferie qui est créée après la Dibamba, il est annoncé la création par une société étrangère d'un grand site, d'une grande entreprise de ce côté-là. Vous voyez donc, vous pouvez imaginer quelle est l'importance financière qui peut se dégager d'un tel projet lorsqu'on est chef traditionnel. Et c'est ce qui peut justifier qu'aujourd'hui, il y a une guéguerre sur les successions des chefferies. Donc, comme je vous l'ai dit, on est en train de violer au bas de pied le principe de la succession père et fils. Ça prend d'autres proportions aujourd'hui, ça peut être le cousin, ça peut être un frère. Et le juge, justement, comme je vous l'ai dit, dans l'affaire Sombama Canton, dit que non, on ne peut plus rester dans une lecture strictement de la famille traditionnelle, la famille réante. Il faut sortir de ce cadre pour permettre aux gens qui font partie d'une ethnie de profiter de la chefferie traditionnelle. Donc vous voyez que le juge lui vient donner une extension dans l'esprit. Vous avez vu l'affaire du chef de Yaoundé, comment est-ce qu'on l'appelle, qui est dans le MSC. Il a dit à l'administration, restez avec la chefferie entendue par l'administration. Moi, je regarde la chefferie dans le sens coutumier. Vous voyez, cela a fait que ça crée, comment dire, une ambiguïté dans la compréhension aujourd'hui de la notion même de chef traditionnel. Parce que, en fait, le décret de 77 est clair. Un chef traditionnel, c'est celui qui vient d'une tradition, c'est-à-dire dans le respect des traditions. C'est pourquoi l'article, je crois, 11, qui parle de la procédure, dit, pour introniser un chef, il faut consulter les notabilités coutumières. Effectivement. Une fois que les notabilités coutumières sont consultées, le préfet, c'est-à-dire que le sous-préfet mène les consultations pour les chefferies de 3e degré, le préfet mène les consultations pour les chefferies de 2e et 1er degré. Maintenant, dans les actes d'homologation de ces chefferies, on vous dit, le sous-préfet prend l'acte, le préfet prend l'acte d'homologation de la chefferie de 3e degré. La chefferie de 2e degré, c'est le ministre de l'administration territoriale, et la chefferie de 1er degré, le Premier ministre. Donc vous voyez qu'il y a une hiérarchisation qui est faite, d'abord au niveau des chefferies, et même au niveau des autorités qui prennent des actes d'homologation de ces chefs. Ça fait donc de sorte que quand il y a contentieux, si c'est une chefferie de 2e degré, on est obligé de se référer vers le ministre de l'administration territoriale pour qu'il puisse y trouver des solutions. Et vous avez souvent constaté que, et c'est en cela que s'implique dans le politique, parce que la chefferie traditionnelle, il faut toujours mettre quelqu'un qui peut être d'accord avec peut-être le pouvoir en place, parce que vous savez, les chefs traditionnels ont un pouvoir large d'orientation, surtout politique. Parce que, écoutez, quand un chef monte sur le créneau, on l'a vu avec le chef Baham, quand il monte sur le créneau, il dit votez pour le RDPC, il a un pouvoir d'orientation. Bien sûr. Or, vraiment, ce que vous me faisais savoir que non, le chef doit faire preuve d'une neutralité politique. Effectivement. Voilà. Et ce n'est pas ce qui est observé de nos jours. Ça colle et ça dit que cela correspond exactement avec le sujet que vous posez sur le débat de la table. Ça dit que le pouvoir traditionnel, la modernité, non. La modernité, c'est tellement incrusté dans le pouvoir traditionnel que celui-ci est en train d'être désossé, c'est-à-dire qu'il est en train d'être émasculé parce que les chefs aujourd'hui commencent à être, comment dire, l'image d'un feu qui brûle mais qui ne chauffe pas. C'est-à-dire que le feu est là, mais ça ne vous brûle pas. Tout simplement parce que du fait de leur appartenance soit au parti au pouvoir, du fait de leur appartenance à des postes politiques, cela fait de sorte que ça diminue un peu, ça, comment dire, ça dilue la dignité qui est rattachée à la chefferie traditionnelle.
Et ce n'est pas seulement l'apanage du Cameroun, hein, ce type de problème. On a également eu ce problème avec le royaume Zoulou du côté d'Afrique du Sud, avec le couronnement du roi Missouzulu, l'affaire qui a donc été portée en justice. Et finalement, la justice qui a décidé que c'est le roi Missouzulu qui serait intronisé. Pour vous dire, chers téléspectateurs, que de plus en plus, le pouvoir traditionnel est en train de diminuer dans nos sociétés africaines. Pourtant, cette culture-là constitue la valeur des sociétés africaines. C'est à cause de cela que les Occidentaux peuvent venir au Cameroun aujourd'hui pour pouvoir découvrir cette culture-là qui de plus en plus se meurt. Et au Cameroun, vous l'avez vu à travers les différents reportages proposés, la chefferie traditionnelle se meurt de plus en plus. Et on a parlé, docteur Louison Essomba, de l'impact du politique dans les chefferies traditionnelles aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des chefs traditionnels qui sont membres de partis politiques et qui ne s'en cachent pas. Oui, regardez aujourd'hui, je voudrais un peu convoquer une image. Vous voyez, dès que quelqu'un est nommé, vous voyez, il rate toujours au village. Vous voyez, ce n'est pas anodin, ce flux et reflux, ça dit partie de la ville lorsqu'on a un poste éminemment politique et révélé vers la tradition. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, même les tests entretiennent cela. Vous savez, depuis le décret de 2013, les chefs bénéficient d'une allocation indemnitaire. Oui. Je crois 50 000 pour le chef de 3e degré, 150 pour le chef de 2e, 200 pour le chef de 1er degré. À partir de là, on estime qu'en réalité, le pouvoir politique phagocyte les chefs traditionnels. Parce que les populations dans leur village, les chefs ont des élites qui peuvent bien s'occuper de la chefferie traditionnelle. Mais quand on voit l'État venir leur donner une indemnité, on y voit à ce moment-là comme une sorte d'apprivoisement des chefs traditionnels. Vous voyez, et au-delà de cela, les tests eux-mêmes entretiennent cette banalisation de la chefferie. Quand on vous dit qu'on peut nommer comme sénateur les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels participent par exemple au choix des présidents des conseils régionaux, des conseillers régionaux, ainsi de suite. Vous voyez que ça fait de sorte que, comme le disait Raymond Sokoudjou, on est en train d'enlever au chef ce qu'il a de particulier, c'est-à-dire cette neutralité, cette manière d'être réservé, surtout vis-à-vis de la politique. Et j'ai pris l'exemple tout à l'heure, qu'une fois que vous faites la politique, vous entrez dans un jeu, dans un combat violent, où on ne va plus respecter, on ne va plus dire ça c'est le chef. Bien on verra en lui, vous verrez en face de lui un homme politique. Voilà. Et c'est le fait de la politisation de la chefferie traditionnelle aujourd'hui qu'on peut imaginer à penser justement leur faiblesse, leur perte d'autorité, leur perte de dignité. Et surtout, les chefferies traditionnelles, si on n'y prête pas garde à cette allure, vont totalement, pas peut-être disparaître, mais seront totalement fragilisées. Et qu'est-ce qu'il faut faire donc à ce moment-là? Oui, écoutez, les chefs traditionnels doivent rester traditionnels. Purement traditionnels, n'est pas... c'est vrai, avec la modernité, on le dit souvent, si vous ne faites pas la politique, vous la subissez. Mais ce que je dis, c'est que dans cette logique-là, cela ne pourrait pas s'appliquer à toute chose. Je pense que, vous voyez aujourd'hui, pourquoi Raymond Sokoudjou reste l'un des chefs traditionnels les plus puissants à l'Ouest. J'ai assisté à une cérémonie à l'Ouest, madame, où il était invité. Il y avait d'autres chefs, mais quand lui, il est arrivé, c'est-à-dire les autres chefs arrivaient, on voyait tout autour comment ça s'est passé, mais dès que Sokoudjou, Raymond est arrivé, je vous assure, il y a d'abord eu un silence, et son accueil a été triomphal par rapport aux autres. Et pourquoi? Sokoudjou n'est pas sénateur, il n'est pas député, il n'est rien. Il n'a conservé que par lui tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est d'essence traditionnelle. C'est ce qui peut justifier qu'aujourd'hui, il soit demeuré aussi puissant. Donc, je vais conseiller aux chefs, s'ils veulent garder leur autorité traditionnelle, de ne pas faire la politique. Parce que lorsque vous entrez dans la politique, vous n'êtes plus un monsieur normal, un peu comme disait à un moment donné Nicolas Sarkozy, que dès que vous êtes chef d'État, vous n'êtes plus un homme normal. C'est-à-dire que ça veut dire aussi que dès que vous êtes chef traditionnel et que vous commencez par faire la politique, sachez que vous ne serez plus un vrai chef traditionnel. Et en réalité, comment détacher la politique des
les chefferies traditionnelles dans une société moderne? Oui, dans une société moderne, écoutez, on peut très bien faire la césure. Je suis en train de vous prendre un cas, une hypothèse d'école connue. C'est-à-dire que Raymond Sokoudunet, il n'est pas dans une formation politique. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des sorties qui ont prêté le flanc à un rattachement à un parti de l'opposition. Mais je disais toujours aux gens, non. Un chef traditionnel a ce pouvoir, justement, de penser la société, d'orienter les uns et les autres quand il sent que cela va mal. Et c'est ce qu'il faisait de la plus belle des manières. Bon, les gens ont catalogué cela comme étant une affiliation dans une formation politique de l'opposition. Et c'est plus tard que les gens ont compris. Vous connaissez le duel avec le préfet de la localité qui, plus tard, est allé faire les concessions au chef. Il lui dit vraiment, à un moment donné, bon, vous savez, nous, à l'ENAM, on nous apprend le commandement. Le commandement, bon, à un moment donné aussi, on oublie qu'il ne faut pas toujours soulever le marteau partout. On peut aussi soulever le marteau, mais savoir qu'il y a des lieux où on peut mettre le marteau de côté pour venir dans l'échange et l'apaisement. Donc, ce que je conseille aux chefs traditionnels, s'ils veulent éviter de voir leur pouvoir s'effriter, c'est d'éviter de faire la politique, même en contexte de modernité. Mais en réalité, est-ce que la scolarisation n'aurait pas aussi une relation avec cette diminution du pouvoir traditionnel? Parce qu'aujourd'hui, vous avez de jeunes chefs qui sont docteurs, qui, comme le jeune chef, le jeune roi d'Indika, lui, il est docteur. Il est sorti d'une faculté de médecine du pays. Et donc, est-ce que cette scolarisation-là n'a pas un impact? C'est-à-dire, est-ce que cela nous amène pas... Parce qu'avant, les chefs traditionnels, ils n'étaient pas là à l'école, mais ils avaient cette sagesse naturelle-là. Donc, ils n'avaient pas forcément besoin de faire de grandes études, mais ils étaient respectés de par cette force qu'ils recevaient de leurs ancêtres, ce qui n'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Oui, écoutez, vraiment, on n'empêchera pas un chef de faire l'école. Vous savez, même le test est clair, le décret de 77 dit que un chef doit savoir lire et écrire. C'est la seule condition qui est posée, hein, savoir lire et écrire, parler le français ou l'anglais. Voilà les seules compétences qui sont requises. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'il doit être titulaire d'un bac, d'un doctorat, d'un ceci. Non, le décret de 77 dit simplement que le chef doit savoir lire et écrire. S'il peut savoir lire et écrire, c'est déjà un critère de compétence. Or, vous convenez avec moi que vous le dites si bien, on voit des chefs aujourd'hui qui sont intellectuellement calés. Oui, mais sans oublier que la tradition ne fait pas la différence entre un chef, comment dire, intellectuel et un chef qui ne l'est pas. Parce qu'on sait que quand vous entrez dans la chefferie traditionnelle, on vous moule dans l'esprit des us et coutumes. On vous moule dans la manière de gérer la chefferie. C'est pourquoi vous avez dans l'Ouest, par exemple, on vous met dans le LATCAM, vous y faites par exemple 9 mois, et au sortir de là, on fait toutes les procédures d'intronisation. Et comme je le disais tout à l'heure, le chef est de sens coutumière, mais embelli par des actes administratifs. Parce que quand le chef sort de là, on dit, on homologue dans la sortie du chef par une décision, soit d'un arrêté, soit du préfet, soit du ministre de l'administration territoriale, soit un décret du Premier ministre. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la chefferie, en réalité, on ne recherche pas, comment je voulais qualifier ça, la capacité intellectuelle. Non. On y recherche quelqu'un qui peut exprimer les valeurs de la tradition, qui peut, comme je le disais tout à l'heure, un courroie entre les esprits qu'on ne voit pas, entre le sacré, entre les us et coutumes. C'est pourquoi un chef du traditionnel est un peu comme un membre du gouvernement. C'est-à-dire qu'il est ministre de l'administration territoriale, il est le ministre de la culture parce qu'il est le plus grand danseur, il est le ministre de l'économie parce que quand vous voulez faire quelque chose au village, en termes d'investissement, vous consultez le chef. Vous voyez presque tout. C'est-à-dire que le chef, c'est tout un gouvernement. Maintenant, à partir mais au sein même des chefferies, il y a tout un comité, il y a le secrétaire général, il y a le trésorier. Oui, c'est toute une organisation. Bien structurée. Vous avez les notables. Il y a les chefferies, vous avez 9 notables, vous avez 7 notables. Il y en a un peu plus, mais ça dépend des configurations liées à chacune des chefferies. Maintenant, moi, ce que je regarde aujourd'hui, quand j'observe les chefferies traditionnelles, je me rends compte que de plus en plus, il y a un attachement à la chose politique des chefs traditionnels. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, ça rejoint effectivement, cela correspond effectivement au thème aujourd'hui. Est-ce que les chefs traditionnels peuvent se départir de la politique
comme un critère de modernité aujourd'hui. J'ai dit, c'est difficile à le faire. C'est difficile à le faire, mais en le faisant, on doit savoir juger les conséquences. Si on estime que, OK, on veut perdre sa dignité, son autorité de chef, bon, OK, on s'y engage. Mais si on estime, on veut garder cette autorité et être respecté, il faudrait donc couper les liens avec la modernité et rester essentiellement dans la logique coutumière. Il y a un autre point que je souhaiterais aborder avec vous, Dr Louison, c'est le volet du christianisme. Oui. Aujourd'hui, dans nos chefferies traditionnelles, on trouve des chefs qui récitent le Notre Père. Oui. Est-ce en conformité avec le pouvoir traditionnel, la religion? Oui, je pense qu'à cela, il n'y a pas de... Comment dire? Ce n'est pas incompatible. Okay. Ce n'est pas incompatible. C'est-à-dire vous pouvez prier votre Dieu. Nous avons vu même des prêtres retourner faire les rites traditionnels. Pourtant, ils savent qu'il y a certaines religions qui l'interdisent. Oui, ça l'interdit, mais je vais vous avouer que j'ai été surpris de voir un prêtre de haut niveau redescendre faire les rites traditionnels. C'est-à-dire, il a perdu ses parents, on dit qu'il faut laver la mémoire des parents. Pourtant, il sait que quand on prie Dieu, il est au-dessus de tout cela. Mais pourquoi un prêtre peut retourner faire des rites traditionnels? Bon, vous convenez avec moi qu'il y a un certain lien entre le pouvoir traditionnel et la religion. Mais maintenant, la religion ici, c'est un choix qui en réalité n'est pas incompatible avec les exercices de la fonction traditionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que le chef sait quelles sont les priorités dans la tradition, quelles sont les priorités qu'il doit mettre en exergue, qu'il doit implémenter dans le respect des valeurs et principes traditionnels. Et qu'est-ce qu'il peut faire s'il entre dans l'esprit de la religion? Est-ce que la religion peut avoir une dominance sur les valeurs et principes traditionnels? Donc, il doit savoir savoir juger le juste milieu pour que la religion n'empiète pas sur les principes et valeurs traditionnels. Il y a surtout un élément aussi qui est tout aussi essentiel, c'est la transmission des connaissances ancestrales à la jeune génération. Oui. Il y a un problème. Oui. Les parents d'aujourd'hui ne transmettent pas forcément, ce qui fait que les jeunes d'aujourd'hui grandissent dans l'ère de la modernité. Oui, écoutez, moi je pense que les chefs traditionnels devraient jouer ce rôle-là, c'est-à-dire inviter, on appelle ça souvent, pendant les grandes vacances, il y a une expression où les chefs traditionnels peuvent rassembler les jeunes et leur expliquer même le fondement de la chefferie traditionnelle, quelle en est son importance, quels peuvent être les bienfaits d'un chef traditionnel. Et ça ferait de sorte que les jeunes vont beaucoup plus se coller à la culture. Je vous raconte un peu l'histoire d'une maman que nous avons dans notre village. C'est-à-dire que cette maman avait la capacité de vous soigner. Et vous soignez comment? Elle faisait sortir quelque chose de sa bouche, de son ventre, elle tapait le ventre, quelque chose sortait. Si vous êtes malade, vous prenez ce qui est sorti de son ventre, vous l'avalez. Quelques 2-3 minutes, ça ressort. Et dès que c'est ressorti, vous êtes guéri. Et il y avait aussi des parents qui avaient des choses assez étonnantes. C'est-à-dire, ils vous donnent une herbe, une écorce, ils disent, en cas de danger, vous disparaissez. Mais les jeunes ont commencé à l'utiliser dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Ils allaient dans les banques, ils prenaient de l'argent et ils disparaissaient. Et à un moment donné, quand les parents se sont rendus compte que l'utilisation était faite plutôt à mauvais escient, devenait nocive, ils ont retiré cela et ils ont préféré partir avec tous ces secrets. Donc c'est aussi pour dire que la jeunesse aujourd'hui est toujours en déperdition parce que, vous savez, peut-être le contexte s'y prête. Ce n'est pas toujours un contexte favorable à l'épanouissement. Et vous voyez aujourd'hui avec la montée des choses comme le porte-monnaie magique, tout ça, c'est ce qui accroche la jeunesse. Or, le retour aux sources est toujours ce qui me semble être l'idéal. Parce que quand vous allez vers les chefs de vie traditionnels, le chef aussi, c'est le ministère de la Santé. Parce que le chef a des petits secrets en tant que chef. Il peut maîtriser quelques petites herbes qui soignent. Moi, je connais des chefs traditionnels qui soignent. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que peut-être à partir de cette belle émission, le thème que vous avez mis en débat, les gens comprendront la nécessité d'un retour aux sources vers les traditions pour être plus fort. Parce que vous avez souvent vu, même quand vous êtes en ville, on vous dit, mais bon, vous restez trop en ville, venez chercher les bénédictions au village. Donc le village devient le creuset, justement, de l'existence même humaine. Je prenais l'exemple tout à l'heure de tous les gens qui, dès lors qu'ils bénéficient d'un décret du président de la République, ils rentrent festoyer au village.
pourquoi ne le font-ils pas souvent en ville? Ils rentrent au village. Donc, c'est pour dire que dans le rapport entre la modernité et la traditionnalité, il faudrait qu'on réserve une place de choix à la tradition. Aujourd'hui également, vous trouvez des jeunes qui fuient le village. Voilà. Parce que, j'explique, parce que cela peut s'expliquer. Ils évoquent les raisons d'une sorcellerie. Voilà. Dans certains villages, vous ne trouverez pas de jeunes, mais vous ne trouverez que des vieillards. Écoutez, le phénomène est en train d'évoluer parce que même les vieillards eux-mêmes ont compris. Je dois vous avouer, ce que vous dites est vrai. Moi, je n'avais jamais mis pied dans mon village. Je n'avais jamais mis pied. Et vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent même pas. Une fois, bon, depuis son décès, je n'y suis plus jamais parti, mais de plus en plus, j'ai des frères, les autres frères qui y vont, et ça fait de sorte que les parents restant au village commencent à comprendre la nécessité de ne plus décimer leur jeunesse, parce que, en fait, c'est la jeunesse qui est porteuse d'espoir, même pour le développement et le renommement du village. Si vous commencez à détruire toute votre jeunesse, or, dans les autres villages, on conserve la jeunesse, ça devient très difficile. Les vieux commencent à comprendre cela, et de plus en plus, les jeunes sont protégés dans les villages. Mais il faudrait déjà que les jeunes s'intéressent même à leur village, à leur chefferie. Et avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est très compliqué. Mais on dit cela est possible de faire jouer entre les chefferies traditionnelles et la modernité. C'est bien ce que vous nous dites, Dr. Lusso. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas de manière catégorique rompre, créer la césure. Vous voyez, moi je pense qu'il faut rester, il faut savoir trier le bon gré des livrets. Il faut savoir bien manipuler le bâton et le chou. Parce que quand vous le faites si bien, vous vous en sortez mieux. Parce que s'il y a une rupture avec la modernité, vous vous rendez compte que vous voulez vous adosser totalement sur la tradition, c'est un peu comme si vous êtes coupé de ce qu'on aurait appelé le monde planétaire ou le village planétaire. Ça fait donc de sorte qu'à partir de là, la césure fait de sorte que soit vous allez, si vous coupez totalement avec la tradition, vous perdez l'esprit de la tradition pour vous attacher à la modernité et vous aurez perdu, vous avez fait une très belle introduction tout à l'heure sur la culture. Vous voyez, en disant, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout oublié. Perdu, voilà, tout perdu. Donc c'est pour dire qu'il faut donc savoir faire un distinguo, savoir faire un melting pot entre les deux, vraiment pour qu'il n'y ait pas une fracture totale, pour dire on délaisse la culture, la coutume, pour s'attacher à la modernité. Parce que la modernité, elle aussi, a peut-être souvent aussi des conséquences qui sont irréparables et irrémédiables. Si vous êtes aussi à l'aise sur le sujet, Dr Louison et Somba, je le dis avec un grand sourire parce que ça fait plaisir de savoir qu'il y a encore des personnes dans ce continent africain qui supportent la culture, les différentes cultures des pays. Et donc, je disais que si vous êtes aussi calé sur ce sujet, c'est parce que vous avez soutenu un mémoire de DEA qui était porté sur la désignation des chefs traditionnels au Cameroun. Pourquoi le choix de cette thématique? Oui, c'est une histoire très passionnante. Quand j'entre à l'université, je découvre un grand maître de la science, personnel, le professeur Roger Gabriel. Donc, dans son cours de droit administratif, il insistait la désignation des chefs traditionnels. Il s'est affaire Kwame Guillaume Cha et son maman Antoine. Donc, il nous baladait dans les jurisprudences sur les chefs traditionnels et il aimait à raconter les histoires sur la chefferie. Il dit, voilà, tel chef est décédé. Au lieu de respecter les vœux testamentaires, les notables ont été corrompus, ils sont allés plutôt laisser la chefferie à tel, ça a créé un problème. Et vous savez, il meurt justement parce qu'il est allé dans son village éclairer sur la chefferie traditionnelle. Et ça a été la sensibilité des chefs, de certains qui étaient plus puissants. Et c'est comme ça qu'à la suite d'un accident de la circulation, juste après le virage, après le péage, il décède. Et donc, quand il décède, je me dis, d'une chose, je vais rendre hommage à ce monsieur qui m'avait d'ailleurs fait inscrire à l'université parce que quand j'ai le bac, je décide de ne plus continuer. Moi, je voulais jouer au ballon. Et j'arrive à l'université presque en novembre, c'était presque le 10 novembre. Vous voyez, les cours avaient commencé depuis octobre. Donc moi, j'arrive presque en décembre. Et les inscriptions sont terminées, c'est clos. On n'admettait plus rien. Quand j'arrive, le chef de service que je rencontre me dit, non, vous êtes en retard, vous êtes fort clos. Bon, j'arrive à peine à terminer, fort clos, je ne comprenais rien. Après, je me rends compte, il me dit, non, tu n'es plus, les inscriptions sont terminées. Mais tu as une chance, tu peux aller rencontrer le vice-recteur,
chargé de l'enseignement, qui peut exceptionnellement autoriser. Oui. Voilà comment je m'avais rencontré. Il me dit, mon fils, mais pourquoi ce retard? Je lui dis, monsieur le professeur, j'avais d'abord pris une inscription à soir, mais je n'ai pas pu trouver une chambre. Donc je errais. J'ai un ami qui, quand le soir arrivait, il me disait qu'il veut se coucher, donc je dormais à la Belle Étoile. Et je suis venu ici parce qu'il y avait j'ai trouvé des hommes qui peuvent m'héberger. Il me dit, bon, c'est bon, le dossier, je le prends. Allez-y, il vous manque telle chose. Il me manquait les photos, on a complété. Voilà comment, c'était un jeudi. Vendredi, je passe au décalage, tout mon nom affiché. Monsieur Sommet prié de convoquer l'étudiant, tel est prié de compléter son dossier. Donc, tout cela, quand j'arrive en 2A, je commence à fouiller un thème. Je me dis, je peux rendre hommage à ce monsieur. Et voilà comment je travaille donc sur la désignation des chefs traditionnels. Et thème extrêmement passionnant parce que, vous savez, la soutenance d'un moment de 2 a duré 1 heure. Mais on a fait presque la durée d'une thèse, près de 2h30 minutes. Vous voyez, c'était intéressant. Et nous sommes donc revenus, et c'est à partir de là que j'ai découvert dans les recherches qu'on pouvait donc distinguer les chefferies d'autorité et les chefferies de perte d'autorité. Oui. Vous voyez? Et je me suis rendu compte que dans la désignation des chefs traditionnels, il y a d'abord les critères qu'il faille respecter pour être chef, c'est-à-dire faire partie de la famille réelle, résider à la chefferie. Vous voyez donc que c'est ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Quand vous parlez de la chefferie qui perd de son autorité, c'est aussi que les chefs les réservent depuis au village. La majorité des chefs traditionnels vivent en ville. Voilà, vivent en ville. Pourtant, on dit des chefs traditionnels. Donc, voilà la quintessence de ce sujet. Je demande quels sont les critères pour être chef. Maintenant, au-delà de ces critères, quelle est la procédure à suivre? Quand vous voulez être chef, on fait quoi? Quelle est la procédure traditionnelle? Vous entrez dans le LACAM. Je me suis beaucoup plus intéressé dans les chefferies d'autorité de l'Ouest. On entre dans le LACAM, on y ressort. Et avant ça, au décès du chef, les notables arrêtent le successeur, comme on a vu sur les images que vous avez produites tout à l'heure. On arrête le successeur, il rentre dans le LACAM, il y fait 9 mois. Quand il sort de là, il est donc intronisé. Et son intronisation donc, prend une coloration administrative parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est une chefferie de 3e degré, le préfet prend l'acte d'homologation en disant « Monsieur tel est désormais le chef reconnu de telle localité et de tel degré ». Et pour la chefferie de 2e degré, le ministre de l'administration territoriale, 1er degré, le Premier ministre. Donc voilà ce qui a été dit là, ce travail scientifique qui est beaucoup plus exploré aujourd'hui parce qu'au départ, quand je l'avais fait en 2004, 2003-2004, les gens n'avaient pas, perçu la quintessence. Mais je vais vous dire aujourd'hui, je suis beaucoup plus consulté sur les questions des chefferies traditionnelles. D'ailleurs, tous ceux qui vont suivre cette émission sont en train de se rendre compte de la maîtrise du sujet. Merci beaucoup à vous, en tout cas, Dr Louison Essomba, qui, je le rappelle, est enseignant d'université. Et par ailleurs, vous avez écouté, il a soutenu un mémoire de DEA portant sur la désignation des chefs traditionnels au Cameroun, une thématique assez intéressante qui constituait d'ailleurs le thème de cette émission. Merci à vous, docteur, pour votre participation cet après-midi. C'est moi qui vous remercie et j'espère que les téléspectateurs nombreux qui ont regardé le